Bonjour à vous, je vous souhaite la bienvenue sur ce cycle de vidéos. Je suis Aurélie Jouan et je suis ici avec Emmanuel Ducoq, qui est un ami, qui est également journaliste et psychopraticien. Et dans le cadre de notre amitié, nous avons eu l'occasion de discuter sur plein de thématiques. Et je me suis rendu compte qu'Emmanuel avait plein de connaissances sur une thématique qui me tient à cœur aussi, c'est tout ce qui a trait aux relations humaines et entre autres à la manipulation. Voilà, donc en fait, voyant tout ce que Emmanuel avait à partager, je me suis dit que c'était dommage de garder tout ça pour moi et j'ai eu envie de vous le partager, donc de vous transmettre toutes les recherches qu'il a fait et tout ce qui peut avoir trait à la propagande et la manipulation mentale. Bonjour Emmanuel. Bonjour Aurélie. Alors je vais te laisser te présenter parce que tu le feras mieux que moi. Mon activité professionnelle, c'est principalement journaliste dans le domaine de la santé naturelle, mais aussi de la santé mentale. Et donc j'ai aussi une activité de psychopraticien. Et il y a un petit peu plus d'un an, j'ai commencé à enquêter sur le lien, sur la parenté entre les phénomènes de manipulation mentale, tentatives d'emprise psychologique et les phénomènes de propagande. Et donc, je me suis servi en fait de ce qui avait été découvert en psychologie, dans le domaine de la manipulation mentale. Et puis j'ai interrogé quelques experts sur le sujet, qui connaissent bien les phénomènes d'hypnose individuelle, collective, manipulation mentale et aussi la propagande, puisque en fait la propagande, ça consiste à amener une population à consentir à certaines choses auquel elle n'aurait pas consenti normalement si on n'avait pas manœuvré pour changer son état d'esprit, lui faire adhérer. Oui, parce qu'il y a la propagande, donc si tu nous présenteras un peu la différence entre la propagande, ce qu'on appelle la propagande et ce qu'on appelle la manipulation mentale. Je ne vois pas tout à fait, j'ai pas... Alors la propagande, c'est même pas un terme péjoratif, hein. On parle de propagande politique, au moment des campagnes électorales, chacun fait sa propagande. Donc il s'agit de... C'est de la publicité personnelle. Voilà, c'est de la publicité. D'ailleurs, toi, on en parlera un jour, mais en tant que spécialiste du marketing, tu sais bien que des ressorts de type manipulatoire sont couramment mis en œuvre dans le marketing. Donc on est sur des thématiques... Ça sera l'objet d'un autre cycle, d'une autre vidéo. Voilà. Et donc, moi j'avais observé en tant que psychopraticien et aussi en tant qu'enquêteur journaliste sur les thèmes de santé mentale que la manipulation mentale c'est quelque chose de très courant, que ça permet d'imposer, de finalement induire chez l'autre un comportement qu'il n'aurait pas eu normalement. Et pour ça, il y a quelques ressorts qui sont assez simples à identifier si on les a à l'esprit, et qui sont aussi communs aux propagandes, c'est-à-dire à la fabrique du consentement collectif. Par exemple, le premier, c'est le phénomène de sidération, de surprise. On va créer une surprise chez l'autre. Alors par exemple, typiquement en hypnose, une des pratiques couramment utilisées en hypnose ericksonienne, c'est ce qu'on appelle la rupture de pattern. Par exemple, on se rencontre, je tends la main, et tout naturellement, tu tends la main, et au moment où, hop, je vais lever le bras, créer un effet de sidération, et là, je te regarde dans les yeux, et je n'arrête pas de parler. Donc j'ai utilisé un moment de sidération qui crée une vulnérabilité, un bug dans le cerveau, qui fait que tout ce que je vais te dire après, il y aura moins de défense pour ne pas être impacté. Je vais le croire plus facilement, par exemple. Exactement. D'accord. Exactement. On peut plonger quelqu'un de force en état d'hypnose. A priori, 7 personnes sur 10 seraient vulnérables à ce genre de manœuvre. Et donc la sidération, l'effet de surprise, oh là là, il se passe quelque chose, va créer donc une vulnérabilité à tout le discours qui suivra. Mais après, il ne faut pas lâcher les gens. Donc là, c'est une forme de violence psychologique qui est utilisée pour la bonne cause en hypnose, que certains hypnothérapeutes, comme mon ami Bernard Sansfelder, récusent absolument, dans la lignée de François Roustan, qui a arrêté ce genre de technique. Et donc, le deuxième ressort, là, qui est utilisé pas dans le cadre de l'hypnose thérapeutique, mais dans le cadre des rapports humains, mais aussi dans les phénomènes de propagande, c'est
le fait de créer une peur ou de réveiller une peur, c'est-à-dire de brandir une menace. Alors, dans le domaine, par exemple, d'une relation toxique entre un homme et une femme, eh bien, la menace de violence physique, par exemple. Dans le domaine d'une propagande, eh bien, ça peut être la menace d'un ennemi réel ou virtuel. Voilà. Et ça doit être d'autant plus intense que peut-être on ne sait pas, on ne voit pas l'ennemi. S'il est invisible, c'est peut-être encore plus intense, non? Oui, moins il y a de réalité, plus ça marche quelque part. C'est-à-dire que par exemple, on sait aujourd'hui que, et ça c'est admis, que les attentats du 11 septembre ont justifié l'attaque de l'Irak. Oui. Donc, on a utilisé un événement fort émotionnellement qui a créé de la sidération et de la peur pour dire l'ennemi est là-bas. Et puis c'était Al-Qaïda, c'était Ben Laden, etc. Alors ça ne veut pas dire que ce soit vrai ou faux. Ça veut dire que la manière dont on l'a amené, on a utilisé les ressorts de la surprise, de la sidération, qui rendent vulnérables à ce qui va se passer, et les ressorts de la peur, qui aussi créent de la vulnérabilité. Pourquoi la peur crée de la vulnérabilité ? Simplement parce qu'elle crée de l'hypervigilance. C'est-à-dire que si on arrive à faire croire à un danger, l'attention se focalise. C'est normal, quand il y a danger, il faut être focalisé pour pouvoir traiter, trouver une solution immédiate. Et pendant que l'attention est focalisée, on est très sensible à tous les signaux qui sont dans cette focalisation. C'est-à-dire qu'on on ne va pas percevoir d'autres signaux, d'autres informations. On va avoir des œillères un peu. Voilà, exactement. On ne verra pas ce qu'il y a autour. Voilà. D'accord. Donc on met des œillères aux chevaux et on crée de peur chez les humains, ça leur permet d'être focus. Et ensuite, comme l'attention est focalisée, eh bien, les discours dissidents, les signaux qui invalideraient la version officielle ou la version que le manipulateur veut donner à sa victime, eh bien, ils ne sont simplement pas perçus. Et est-ce que ce genre de technique-là permet d'obtenir le consentement de la personne en face? Alors, ou uniquement de lui faire penser à autre chose? Eh bien, tout ça, ça dépend du terrain, de la vulnérabilité de la personne. Mais ça sera, je pense, l'objet d'une prochaine rencontre. Qu'est-ce qui fait que des gens sont manipulables et qu'est-ce qui fait qu'ils ne le sont pas? Au-delà de la sidération, de la surprise et de la peur, il y a la notion de culpabilisation. Ça, c'est un grand ressort. Alors ça, c'est pas utilisé en hypnose thérapeutique, bien sûr, mais c'est utilisé dans le cadre de la manipulation et des violences psychologiques ordinaires, familiales par exemple. La culpabilisation. Ça peut prendre des tournures tout à fait soft, du style « sois gentil, mets le couvert » quand on dit à un enfant. Sous-entendu, s'il ne met pas le couvert, il n'est pas gentil. Oui. Donc ça, c'est de la culpabilisation à bas bruit. Et puis, il y a aussi des formes de culpabilisation plus violentes, du style « si je souffre, c'est de ta faute. C'est parce que tu as dit telle chose. » Si tel virus se répand dans la population, c'est parce que les gens n'ont pas respecté les consignes qu'on leur donnait. Alors c'est intéressant, par exemple si on veut objectiver les choses, si on fait un focus un peu plus large sur les questions de proximité physique, on se rend compte qu'il y a des études qui montrent que la proximité physique, les câlins, etc., renforcent le système immunitaire. Alors ça a été testé sur le virus du rhume par Sheldon Cohen, qui est un chercheur américain. Il a inoculé le virus du rhume à plusieurs étudiants et il a vérifié par questionnaire combien ils avaient fait de câlins dans les semaines qui précédaient. Et seuls les gens qui avaient manqué d'interaction affective faisaient un rhume. Ou alors il y avait une corrélation significative entre le fait d'avoir une grande proximité physique avec d'autres personnes et le fait d'être protégé contre le virus du rhume. Alors on n'a jamais évidemment transposé ces études, par exemple à la Covid-19, on n'a simplement jamais essayé, évidemment, comme il y a un danger... même, du coup, voilà. à séparer les gens. Voilà. Donc, est-ce que c'était une bonne solution ou est-ce que c'était une mauvaise solution? Là n'est pas la question. Ce qu'on a utilisé, c'est de la sidération, de la peur et de la culpabilisation
pour faire admettre que les gens devaient ne pas trop s'approcher les uns des autres. En Angleterre, il a été reconnu officiellement, on mettra un lien, mais c'est le Télégraphe qui a mis ça à jour, des psychologues ont été chargés de faire consentir au confinement de la population, le premier confinement, et pour cela, ils ont utilisé des techniques pour renforcer la peur dans le public, pour obtenir le consentement. Pour eux, en tout bien, tout honneur, mais après quelques mois, ils se sont dit quand même qu'ils avaient utilisé, et c'est leur propre mot à ces psychologues, des techniques totalitaires. Donc, ça veut dire que, au-delà de ces 3 critères, la sincérité n'est pas forcément le critère pour déterminer s'il y a manipulation ou pas. On peut manipuler avec des techniques très abouties, voire violentes, et qui créent beaucoup de traumas, en toute sincérité et en toute bonne foi. Exactement. Erickson constatait que des personnes avaient des angoisses à la suite de séances d'hypnose. Bernard Sansfelder, mon ami hypnothérapeute qui récuse ces méthodes, constate par exemple que quand un hypnothérapeute de spectacle vient à Brest, pas loin de chez lui, dans les semaines qui viennent, il y a toujours des gens qui viennent qui disent « j'ai été hypnotisé et depuis j'ai des angoisses ». Donc ça n'est pas anodin, et pourtant, des fois, c'est pour la bonne cause. Il y a un autre ressort, c'est celui de la narration. Ça, c'est tout simple. Tout le monde aime se représenter les choses. Le réel, en soi, voilà, ça ne dit rien. Il faut qu'on se représente les choses, et pour ça, eh bien, depuis la nuit des temps, on raconte des histoires aux enfants et on raconte des histoires aux adultes. Et à partir du moment où il y a une narration, eh bien là, le cerveau quitte le réel pour prendre cette narration pour le réel. Alors, quand on est au cinéma, c'est exactement ce ressort-là qui est utilisé. Nous allons vivre des émotions qui sont liées à la narration qu'on nous sert. En hypnose de bloc opératoire, qu'est-ce qu'on fait? On raconte une histoire à la personne. On a vu qu'est-ce qui lui plaisait, etc. On lui fait cheminer, par exemple, dans une forêt, puis il y a un joli lac au bout, et puis des roses, etc. Et la personne, pendant qu'elle est dans cette narration, eh bien, elle va ne pas avoir peur de la piqûre, elle va ne pas plus sentir la douleur physique si elle a été accidentée, et éventuellement va pouvoir diminuer les doses de produits anesthésiants. Parce qu'elle sentira plus la douleur, toute sa cognition sera dans une histoire. Et eh bien, quand on veut manipuler quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui raconte des histoires. Donc, une fois que la peur est là, que la sidération est là, et que la culpabilisation aussi a pu être mise en œuvre, ou alors avant, eh bien, on va raconter une histoire aux gens. Et comme leur attention est focalisée et qu'ils ne font plus attention au reste, ils vont éventuellement croire à cette narration. L'immunité face à ça, c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Et ça, on en parlera dans une autre vidéo. C'est ce que je te propose. C'est ça, ça me va bien. Ok, merci d'avoir suivi cette première vidéo, ce premier volet de cette série de vidéos sur la propagande et la manipulation mentale. On vous retrouve pour la suivante, donc toujours avec Emmanuel qui sera mon interviewé et qui vous distribuera toutes ces bonnes informations sur la thématique. Je vous dis à la prochaine. À bientôt.